Mais j'ai vu que vous preniez également position politiquement par des communiqués. Récemment, vous avez pris position contre les négociations en cours. Bien sûr, parce Oui. que les sujets de prisonniers, ça reflète et ça résume aussi les positions conflits politiques. Bien sûr. Nous, on considère les prisonniers en tant que soldats pour les objectifs collectifs de libération du peuple palestinien. Donc, si on parle de paix, on ne voit pas les schémas de paix s'il y a encore 5000 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. On ne voit pas la paix et si les Israéliens ils insistent, ils considèrent les prisonniers politiques palestiniens en tant que terroristes ou des criminels. On ne voit pas les chemins de paix ou la volonté de faire la paix ici si les Israéliens ils continuent d'arrêter les Palestiniens chaque jour. S'ils ne respectent pas la souveraineté de l'autorité palestinienne, ils viennent ici pour attaquer notre bureau. Attaquer Adamir, c'est un acte c'est un acte militaire contre les droits de l'homme. Contre les droits de l'homme. Pour voir la situation politique en Palestine, venez ici, chez nous, chez Adamir, pour savoir, par les chiffres, par les faits, c'est quoi la réalité. Oui. Et vous avez des contacts, par exemple, avec l'Europe, avec d'autres organisations du monde? Bien sûr, on travaille beaucoup avec Amnesty, avec la Fédération des droits de l'homme française, en Suisse. La Cour de justice internationale aussi? Avec la Cour de justice internationale? Non, parce que nous, on n'a pas État. Israël, ils n'ont pas signé la convention. Oui, mais l'autorité palestinienne peut demander maintenant. Non, ils n'ont jamais demandé. Ils ne demanderont pas? Non. Pourquoi? Parce que c'est contre la normalisation? Contre la normalisation, contre les pensées politiques des chefs politiques d'aujourd'hui. Ils ont peur des Américains, ils ont peur des Israéliens, ils vont perdre les VIP cards, ils vont payer pour ça. Non, on ne croit pas. Vous ne croyez Moi, pas? personnellement, je ne crois pas. Et Adamir non plus? Non, on a demandé plusieurs fois. On a dit que voilà, peut-être on ne va pas demander à l'autorité palestinienne de kidnapper les soldats parce que ce n'est pas notre discours. Oui. Mais quand même, vous avez une fenêtre que vous pouvez utiliser. Mais aujourd'hui, avec c'est pour ça qu'on refuse ici la négociation, parce qu'on a dit pour le peuple palestinien qu'on va utiliser ce schéma. Mais on a remplacé ça avec autre chose. Aujourd'hui, le discours de l'autorité palestinienne, c'est accepter qu'est-ce que vous avez dans les mains. Accepter la réalité, être réalistique. L'autorité palestinienne qui va aller au La Haye, la Cour de justice, non, la Cour de justice internationale. C'est pas tout à fait pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche de faire l'accountability contre les Israéliens. Oui. Mais qui a oublié les prisonniers? Ce n'est pas seulement les Israéliens qui ont oublié les prisonniers palestiniens, c'est aussi l'autorité palestinienne. Parce que quand on a signé l'accord de Oslo, il y a 20 ans, on n'a pas parlé de prisonniers. On a oublié les prisonniers. À l'époque, il y avait 11 000 prisonniers palestiniens. Mais quand on a signé l'accord, on n'a pas parlé. Ça ne nous est pas arrivé à la tête de mentionner les prisonniers palestiniens dans l'accord de Oslo, même avec un mot. Mais on a fait 5 pages pour les VIP cards. Donc, c'est clair pour nous. On ne se trompe pas vis-à-vis à la futur de l'autorité palestinienne et les schémas politiques de l'autorité palestinienne. Si on va dire ça dans un mot très clair, l'autorité palestinienne, c'est la plus grande compagnie de sécurité pour l'État d'Israël. Parce que nous,
l'autorité palestinienne, il utilise 40% des aides internationales pour les forces de sécurité palestiniennes. Et c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font, les forces de sécurité palestiniennes? C'est d'arrêter des activistes qui font des manifestations contre la négociation et recevoir nos vases. Ils ont pas, ils arrêtent les Palestiniens, ils tuent les Palestiniens. Ils ont tué un mec dans le camp des réfugiés d'Askar l'autre jour. Les 3 personnes qui ont été tuées par les Israéliens, ils étaient cherchés par les jours auparavant, les jours avant par les autorités palestiniennes. Et la corruption à l'intérieur de la force de sécurité, c'est incroyable. On a réétabli la force de sécurité palestinienne parce qu'on a pensé qu'Arafat il a utilisé les forces de sécurité contre Israël, mais contre la corruption. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec Dayton? C'est Dayton qui a créé les forces de sécurité palestiniennes. C'est pas les Palestiniens qui ont voté pour la doctrine militaire des forces palestiniennes. C'est les Américains. Et on ne voit pas beaucoup cette force palestinienne dans les rues. On ne les voit pas. Non, ils sont partout. Après, ils utilisent les gens avec les civils. Civils. Moi, j'étais frappé plusieurs fois dans les manifestations par les gens civils. Les gens civils. Ah, bien sûr. Ils n'ont pas d'uniforme. Ils ont des uniformes. Ouais. Mais on parle qui s'appellent les soldats nationaux. Ouais. Ils ont des formes. La police, ils ont des formes. Mais tous les sécurités, les forces de sécurité secrète, en fait. C'est civil. Après, nous, ici, en Damir, on a suivi centaines de prisonniers palestiniens qui étaient arrêtés par les autorités palestiniennes. Et il y avait des cas où les tortures, c'est incroyable. On met une personne sur une table comme ça, sans vêtements, on lui dit on va te couper comme ça. C'est le directeur de prison, c'est pas un investigateur. C'est quelqu'un, normalement c'est un civil, c'est pas un militaire. Après ils ont jugé devant un tribunal militaire, pas devant un tribunal civil. Ils ont utilisé même en Palestine, par les Palestiniens, tout ça. Ils font la même chose que les Israéliens. Des fois pire que les Israéliens. Le plus important pour nous, que plusieurs prisonniers ont été arrêtés par les Israéliens et le lendemain par les Palestiniens. Et le contraire, c'est vrai aussi. Ça veut dire arrêtés par les Palestiniens et ensuite arrêtés par les Israéliens. Et 2 fois arrêtés par cette force des militaires palestiniens et le lendemain par un autre. Et le lendemain par la police palestinienne. Et c'est comme ça, on les appelle la porte qui tourne. Tourner, la porte qui tourne. Ça signifie que des informations passent entre la police israélienne et la police palestinienne. Bien sûr. Nous, on a des preuves où il y avait un mec qui avait M60. Il a été arrêté. M60. C'est d'accord, une arme. Ouais. Il a été arrêté par les Palestiniens. Il a donné l'arme pour l'autorité palestinienne. Il a passé quelques mois en prison. Après, il a été arrêté par les Israéliens. Donc, on a dit, et les mecs nous dit, moi j'ai besoin des papiers pour prouver pour les Israéliens que j'ai donné déjà mon arme. Après, quand l'avocat a commencé à parler avec les Israéliens, ils avaient les papiers. Ils ont dit oui, même on a l'arme. L'arme chez nous. Elle est venue chez nous. Donc là, c'est clair, quoi. Et il est resté en prison en Israël. Il a été libéré quand même. Mais il voulait savoir comment il a trouvé les armes, pourquoi. Est-ce que c'est quelque chose pour battre contre les Israéliens ou pour tirer les jeux de feu dans les mariages, quoi. Ouais. Vous voyez ça comment, l'avenir? L'avenir Nous, les Palestiniens, on va être les Native Américains. On va disparaître en tant que peuple. On va avoir un jour national
où on va marcher dans les rues de Tel Aviv ou les rues de Herzliya avec les... Exactement comme au Canada. Et le futur des Palestiniens, ce n'est pas dans leurs mains. Dans leurs mains. Non. Non. Mais Jamais c'était dans notre main. Nous, on résiste, ok, depuis plus de 100 ans. Hein? Mais aujourd'hui, on a un cas, la présence de l'autorité palestinienne, c'est très dangereux. C'est pire que le régime de Vichy. C'est pire. C'est rien à voir avec le régime de Vichy. On a dépassé le régime de Vichy. On est plus sophistiqué. Tout d'abord, nous, on a besoin de forces sociales. Aujourd'hui, ça veut dire, nous, les Palestiniens, on doit chercher la unité de notre peuple. Après tout, il faut nettoyer la maison palestinienne. Ça veut dire, on n'a pas de maison aujourd'hui en tant que Palestiniens. Après, il y a les responsables politiques d'aujourd'hui, ce n'est pas les Palestiniens qui reflètent l'espoir des peuples palestiniens. Moi, je doute qu'on a besoin de l'autorité palestinienne. Je pense que les Palestiniens, dans l'histoire, ils avaient d'expérience où ils s'est organisé dans une façon plus spécifique et aussi plus démocratique et aussi avec une stratégie de l'opération internationale. Aujourd'hui, moi je ne vois pas c'est où la stratégie de l'opération internationale. On voit très clairement les liens entre les riches, les new riches palestiniens, avec les grandes familles palestiniennes qui étaient les classes politiques auparavant, avant les Nakba. Et ils ont tous dans un même cadre. Ils sont tous protégés par les Israéliens. Ils ont tous des liens avec les Israéliens. Et je vais utiliser un seul exemple. Les rapports de Goldstone devaient aller à la Conseil général des Nations Unies. Abbas, il a accepté de ne pas envoyer les rapports. Pourquoi? Parce qu'il a été menacé par les Israéliens. Si vous voulez prendre les rapports pour le Conseil général, la compagnie Al-Wataniya, Mobile, ça appartient à ses fils. Et pour démarcher la compagnie, ils ont besoin de permis israéliens. Donc, c'était un chantage des droits politiques avec un permis israélien pour une compagnie qui appartient à la fils du chef de l'autorité palestinienne. Donc, les gens qui sont morts à Gaza, les 1240 personnes, en 1400 personnes. Ouais, 1400 personnes. C'était un papier de chantage entre l'autorité palestinienne, entre une compagnie palestinienne et les droits collectifs. Comment? Pour qui on va faire on était les poids de chauffage. Les Palestiniens ils se sont aujourd'hui qu'ils étaient utilisés par les classes politiques en tant que charbon. Aujourd'hui, la différence entre Mahmoud Abbas et Abu Ammar, il avait besoin de charbon. Mahmoud Abbas, il a besoin de votre silence. Et après, c'est les USAID qui vient de prendre soin de votre besoin. Comment? On fait des projets de normalisation entre les Palestiniens et les Israéliens. On va faire un parlement de jeunesse palestinien. On va donner quelques stages, l'espoir individuel. Aujourd'hui, on a
40% des jeunesses palestiniens sont trouvés dans le chômage. Sans travail. Sans travail. Et après, il y a 3 types de Palestiniens, des jeunesses palestiniennes. Les gens qui sont riches, tous les moyens de faire l'éducation, de bonne éducation. C'est pour ça que l'éducation, c'est très cher en Palestine. Et ces gens-là, ils n'ont pas besoin d'étudier ici. Ils ont les lycées français, les Jerusalem School à Jérusalem, où tu payes $20,000. Et c'est là où les fils de Salam Fayyad, les gens là vont étudier. Après, c'est les gens, déjà, les élites globalisées. Les élites de la globalisation. Ils n'ont pas besoin de venir ici pour chercher un travail. C'est les gens qui peuvent travailler à Londres, en France, Singapour peut-être, ou bien New York. Donc ces gens-là, ils sont supportés par leur famille, par la richesse de leur famille, et ils ont l'avenir. Après, il y a les gens qui doivent étudier très fort pour pouvoir avoir un poste de travail. Mais les postes de travail, c'est pas suffisant pour tout le monde. Il y a du chômage. Après, il y a les pauvres. Ceux qui n'ont 50% rien. des pauvres. Et c'est qui les pauvres? C'est les gens comme des réfugiés, des villages, des gens normaux, quoi, qui n'ont pas les moyens même d'étudier. Ils n'ont pas le contexte d'étudier. Qui viennent des problèmes familiales. Les pères, il a été tué, les frères, il a été prisonnier, les enfants, et même, il a été arrêté par les Israéliens plusieurs fois. Il a été frappé par les Israéliens, et plusieurs fois, il a volé certaines choses, donc il a été arrêté par les Palestiniens. Ça, c'est les gens qu'on n'a pas besoin. Donc, mais quand même, on ne peut pas les laisser comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour ça qu'il y a 40% pour la sécurité, la force de sécurité palestinienne. On va adopter ces gens-là pour travailler pour la sécurité. Ouais. Donc ces gens-là, ils ont déjà vécu dans un contexte de violence. Donc après tout, qu'est-ce qu'on va avoir? Les gens-là qui avaient les chances d'étudier dans l'école privée, qui ont étudié à l'extérieur, qui ont des compagnies ici, ils vont travailler avec ces gens-là, avec certaines personnes de là-bas. Ces gens-là, les 50%, ils vont protéger les 5% d'ici, et les autres vont faire foutre des ménages. On n'a pas besoin de toi. Que pensez-vous de Mustapha Barghouti? Mustapha Barghouti, c'est un voix. Une voix. Une voix. Moi, j'étais étonné quand j'étais en France, en 2004 peut-être, et j'étais dans une librairie et je voyais un livre sur Mustapha Barghouti, fondé par les Européens. Ah oui, fabriqué par les Européens. Et là, on a essayé de donner une image de chef. Pour moi, Mustapha Barghouti, c'est quelqu'un comme le paradis en Égypte. Mais aussi, le plus important que Mustapha Barghouti, c'est le fayyadisme. Salam Fayyad, oui. Ouais. Parce que moi, je pense que si on regarde autour de nous, il y avait ce phénomène. Rafik al-Hariri au Liban. Salam Fayyad ici. On a trouvé Rafik al-Hariri au Liban, mais on a nommé Salam Fayyad ici. Oui, mais éjecté après. Après, éjecté, oui. Après, en Égypte, il y avait Ahmed Aziz. En Syrie, il y avait quelqu'un lié avec Bachar al-Assad. Khouri, Maher Khouri, quelque chose comme ça. Donc, c'est les gens-là qui voulaient implémenter les régulations de la Banque mondiale. Sans regarder qu'est-ce qu'on fait comme dommage pour la population, la société. Rafik al-Hariri, il a pris tout le terre dans les downtown de Beyrouth, il a fait 40 milliards de dettes
au dos de l'État libanais. La même chose. Il y a les gens qui pensent que les choses qu'il a fait, laisser les marchés, libérer les marchés. Oui, libérer les marchés, oui. En Syrie, il a créé tous les problèmes pour Bachar al-Assad. En Palestine, les chemins de Mahmoud Abbas, qui croit vraiment et seulement en négociation, il avait besoin de quelqu'un comme Salam Fayyad. Salam Fayyad, parce que c'est encore accepté par la communauté internationale, il vient de la banque, c'est pas la banque mondiale, le FMI, non? C'est ça, hein, ouais. Et après, il a fait beaucoup de travail pour rétablir la force de sécurité et d'ouvrir les marchés. Et à mon avis, ça c'était quelque chose de très dangereux. Et très dangereux vis-à-vis à la résistance palestinienne. On a institutionnalisé la résistance populaire. À l'intérieur de cette machine, de cette institution, on a copié tous les corruptions de l'autorité palestinienne. Donc aujourd'hui... Sur la résistance populaire. Ouais. Donc aujourd'hui... La résistance populaire est une copie de la corruption de l'autorité palestinienne. Exactement. Vous pensez ça? Oui, c'est reflété. On a reflété. Parce que, par exemple, s'il y avait des gens arrêtés par les Israéliens, on a signé un accord avec un firme d'avocats israéliens privés. Ce n'est pas Abdamir qui présente les gens qui s'étaient arrêtés à Berlin, à Lille, à Bessadeh. C'est les avocats israéliens. C'est les avocats israéliens. Ouais. Et les gens qui font la résistance populaire, on va dire, la classe, l'élite de cette résistance populaire, il y avait des salaires. Oui, je comprends. Donc, moi, quand j'étais un enfant dans les premières époques, j'avais pas de salaire. Mon père, il n'avait pas de salaire. Et il a passé quelques années en prison, on n'avait pas de salaire. Donc aujourd'hui, les prisonniers, ils ont des salaires. Les ex-prisonniers, ils ont des salaires. Les gens qui font la résistance populaire, ils ont des salaires. Donc, on travaille pour les salaires. On fait les choses pour les salaires. Et la motivation des gens, c'est pas la libération. C'est d'avoir de l'argent. C'est garder le salaire. Garder des salaires. Les prisonniers ont des salaires? Oui. Non, Oui, les prisonniers, ils ont des salaires. Les anciens prisonniers. Et non, les prisonniers actuels. Qui va payer pour les cantines? Mais ils continuent à percevoir leur salaire? Ils ont 400 chèques pour acheter les bus. Pour acheter la bouffe, oui. Après, la famille, elle va toucher des 1000 shekels, 1500 shekels. C'est l'autorité palestinienne qui paye ça. Ouais. Mais on ne comprend pas que c'est aussi... À la base, c'était quelque chose donné par les ministres sociaux. C'est comme les RMI ou les... Oui, c'est ça. Donc, on est pauvre. On n'est pas des héros, on n'est pas des militants, on n'est pas des résistants, on est des pauvres. On a besoin d'aide sociale. Donc on a cassé déjà les masses de prisonniers. Et aussi, c'est un moyen de contrôler les prisonniers. De dominer, et de contrôler les prisonniers. Il y a 700 prisonniers qui travaillaient auparavant pour les forces de sécurité palestiniennes. Et en 2012, quand les prisonniers ont commencé à grève de faim, ils ont essayé de partager avec les grèves de faim, de prendre part avec la grève de faim. Ils étaient menacés par les autorités palestiniennes.
si vous voulez faire les grèves des femmes, vous n'avez pas le droit de toucher votre salaire, etc. Donc, on a, moi je pense comme ça, on avait une révolution, après on a développé une contre-révolution. Et la contre-révolution aujourd'hui, elle domine la classe politique aujourd'hui, mais quand même, elle utilise le même discours de la révolution. À l'intérieur des prisons, il y a la révolution des prisonniers, mais aussi on a créé une contre-révolution. Et là, on a travaillé ensemble avec les Alliés. Donc, pour répondre à votre question, pourquoi on n'utilise pas la résistance, il n'y a pas de résistance militaire aujourd'hui, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'économie de résistance. Il n'y a pas une économie qui va supporter, soutenir la résistance. N'importe quelle résistance, pas seulement la résistance militaire. Pour faire face à tous les projets de normalisation, de nettoyer, nettoyer les cerveaux de ces gens-là, on a besoin des machines. Des machines de formation, information. Elle est où les journaux palestiniens qui vont face à la journaux de l'autorité? Elle est où la télévision qui va faire face à ça? Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Et sont où les institutions qui vont faire opposer J'ai pas compris quand vous avez parlé des cabinets israéliens d'avocats. Ouais. J'ai pas très bien et Adamer. Non, j'ai dit que les gens arrêtés parce qu'ils ont pris part de la résistance populaire. Oui. Ils ne viennent pas chez nous. C'est pas Adamer qui va les aider. Les présenter. Mais le PSCC, c'est pas Popular Struggle Coordination Committee. Oui, ils ont des avocats, ça c'est. Oui, la plupart des gens arrêtés, parce qu'ils ont participé à la manifestation à Aline ou Berlin, ils ont défendu par des avocats israéliens. Maintenant, c'est changé. Depuis un an, peut-être, c'est changé. Ça évolue un peu. Pourquoi? Parce que ils ont découvert qu'il y a beaucoup de corruption à l'intérieur de la résistance populaire. Après, les gens, ils ont vu que peut-être travailler avec des autres avocats, c'est mieux, ça change. Mais il y a cette idée dans la mentalité palestinienne qu'avoir un avocat israélien, c'est mieux qu'avoir. Et c'est normal parce que. Et qui fait appel à vous alors? Les gens qui ont pas. À Jérusalem, la plupart des cas d'arrêt des enfants et les gens à Jérusalem, c'est chez nous. C'est nous qui les défendons. C'est vous qui défendez, oui. Mais où il y a en présence, nous, de ces gens-là, des Fayyad, et tout ça. Ça, c'est pas vous du tout, Et surtout, il y a les gens qui ont lié les Fatah, ils viennent pas chez nous. Les gens de Hamas, oui. On défend beaucoup de gens de Hamas. Soit les gens arrêtés par les Israéliens ou par les autorités palestiniennes. On sait très bien qu'un jour, les Hamas, par exemple, si on était à Gaza, peut-être Hamas il va fermer les bureaux de Damir, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, nous, on ne regarde pas à qui. La provenance politique. Oui, on pense que les gens, les PLC members de Hamas, les parlementaires de Hamas, ils méritent d'avoir un avocat. Bien sûr. Donc, on les présente. La même chose, les gens arrêtés par l'autorité palestinienne. Et peut-être, comme je dis avant, et si Hamas il va prendre le pouvoir aussi en Jordanie, peut-être qu'ils vont fermer à Damir. On continue de critiser les pouvoirs de Hamas. Aujourd'hui, les autorités palestiniennes n'ont pas encore fermé les bureaux de Damir.
Mais quand même, ça peut se... peut-être ils ont laissé les Israéliens d'attaquer les bureaux. Ils ont besoin de nous, peut-être maintenant. Il n'y a pas eu après l'attaque de vos bureaux, il n'y a pas eu de réaction de l'autorité palestinienne? Oui, ils sont venus aussi. Moi, j'ai demandé presque un ministre qui est venu ici. Je lui ai dit, mais moi, j'ai une question pour vous. Moi, je n'ai pas besoin de votre parole solidaritaire. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous, en tant qu'autorité palestinienne, vous savez que les Israéliens vont venir ici et attaquer? Et il m'a dit que bien sûr que non. Mais je lui ai dit non. On sait très bien qu'il y a une coopération sécuritaire entre vous et les Israéliens. Et les Israéliens doivent vous informer qu'ils ont une action militaire quelque part. Et après quand les Israéliens sont partis d'ici, 3 secondes, vous êtes ici à l'intérieur du bureau, vous appelez les gens d'Adamir. Vous le saviez donc. Vous nous dites que les Israéliens étaient chez nous. Donc, vous étiez qu'est-ce que vous faites exactement? Vous regardez les Israéliens, vous les laissez entrer, après vous faites des nettoyages après leur attaque. Mais les choses sont claires, les gens savent, mais c'est pas le manque d'information, c'est le manque de moyens. C'est pas étonnant pour Adamir d'être attaqué par les Israéliens. Et on fait des liens entre cette attaque et le travail de l'autorité palestinienne parce que tout d'abord, il y a beaucoup de prisonniers palestiniens qui étaient donnés par l'autorité palestinienne pour les Israéliens. Donnés par entrez et prenez-les. Oui, ça laisse un peu sans voix tout ça. Tout ce que vous dites laisse sans voix. Ah, sans voix, oui. On va faire un sondage ici maintenant dans le route palestinien. Elle est où les voix? La voix. Elle est où? Qui voit la voix? Qui voit la route pour les Palestiniens? Qui a la réponse? Mahmoud Abbas? Ou qui? Non. Et c'est ça qui casse la morale.